Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien exclusif qui sera, si vous le permettez bien, essentiellement consacré à la question sécuritaire. C'est la suite au constat d'un certain nombre de déclarations et d'agissements allant dans le sens d'une tension sécuritaire réelle ou sournoisement entretenue dans une logique de chaos programmé au Niger et dans notre espace AES par des puissances occidentales, comme nous le savons désormais tous, sponsors du terrorisme au Sahel et en lien avec certains gouvernements africains à leur solde. Monsieur le Président, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Que se passe-t-il réellement sur le plan sécuritaire? Parce que les Nigériens ont eu l'impression, dans un premier temps en tout cas, que les aspects géopolitiques liés à la sécurité ont largement évolué en faveur de notre pays et de notre confédération AES. Il ne restait plus que les aspects opérationnels sur le terrain qui sont d'ailleurs pris en charge par nos FDS et les armées de l'AES en général. Nous avons eu l'impression que les Français et leurs alliés semblent avoir bien compris que désormais, nous, Nigériens, avons pris notre destin en main et que notre dignité et notre souveraineté ne seront jamais plus bafouées chez nous. Qu'ils doivent par conséquent changer d'attitude et d'approche envers nous. Nous avons eu l'impression qu'ils semblent avoir bien compris qu'une guerre contre le grand peuple nigérien va se solder par un échec total. Par conséquent, ils ont bien intégré cette donne et que l'intervention militaire est loin derrière nous. Enfin, nous avons eu l'impression que la CEDEAO semble avoir bien intégré que la sortie des pays de la Confédération AES de leur communauté est un départ avec effet immédiat et qu'il est irréversible. Que se passe-t-il donc, Monsieur le Président, par rapport à toutes ces questions soulevées? Bonjour. Merci de l'opportunité, une fois de plus, à nous offerte pour nous adresser au peuple nigérien et de façon plus globale au peuple de la Confédération. Ayons d'abord une pensée particulière envers nos forces de défense et de sécurité qui consentent le sacrifice ultime pour garder notre pays libéré, notre pays indépendant désormais. Soyons compatissants envers nos frères civils, victimes également du terrorisme, au même titre que nos forces de défense et de sécurité. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a su conserver le peuple nigérien et répandre sa rahama sur l'ensemble de notre pays. Vous l'avez dit, on a l'impression, on a le sentiment, c'est tout à fait juste. C'est juste puisque le Niger a osé pour la première fois, depuis le 26 juillet 2023, dire qu'il assume pleinement la sécurité de son territoire. Malheureusement, l'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. La France, habituée à disposer de tout au Niger. La France, habituée à disposer des ressources humaines et naturelles au Niger à sa guise, à travers des accords que nous savons tous, les conditions dans lesquelles nos dirigeants passés étaient contraints de les signer. Mais l'Occident, malheureusement, continue à regarder le Niger et au-delà du Niger, l'Afrique entière sous le prisme de 1800 à 1960 pour certains, pour d'autres un peu plus tôt, 1958, 48. Ce prisme, c'est un prisme de mépris, de non-droit, où la puissance coloniale pense qu'elle a un droit de vie ou de mort sur le peuple colonisé. Le Niger a passé par plusieurs étapes, notamment avec la mission que
que nous appelons de reconnaissance en termes militaires, que les autres appellent naïvement des explorateurs, des ethnologues, de ceci, de cela. Et ça a commencé par Mango Park en 1805, qui traverse le Niger et qui va trouver la mort, si vous vous rappelez, à Boussa en février 1806. Après lui, c'est des Anglais, notamment un certain Denham et Clapperton, qui vont traverser notre territoire en 1822. On arrive en 1850 avec Henri Barth en 1850 qui va quitter Tripoli et arriver à Agadez précisément le 1er octobre. Il restera à Agadez jusqu'au 30 octobre avant de repartir. Après, ce sont d'autres missionnaires, notamment, vous vous rappelez, la fameuse place Monteuil. Oui. Mais avant Monteuil, il y avait Decoeur, il y avait Beau, il y avait un autre qu'on appelle Vergos, il y avait Touté, il y avait Hurst. Tous ceux-ci sont des envoyés précurseurs. Ils ont répertorié les peuples africains, ils ont répertorié nos coutumes et à travers ça, ils ont construit un cahier de route qui va servir de base à la colonisation de l'Afrique, en tout cas pour ce qui concerne le Niger, avec la tristement célèbre colonne Voulé-Chanoine en 1898 et qui fera entre Dogondoussi et Konni, retenez bien, plus de 12 000 morts. Capitaine Paul Voulé et son médecin infirmier, je ne sais plus, Chanoine. C'est ça. Plus de 12 000 morts entre Dogondoussi et Konni. Des femmes et des enfants pendus, courts, vivants, et pendus de sorte à rester en vie au moment où ils se faisaient dévorer par des hyènes. C'est ce que nous avons connu ici au Niger. Et c'est le prisme sous lequel la France a continué à nous considérer jusqu'au 25 juillet 2023. Je dis bien le 25 juillet parce que à partir du 26 juillet, les choses vont changer. Pour la France, avant le 26 juillet, aucun Nigérien n'a de droit. La nation nigérienne, c'est une république, il faut le dire, considérée comme une république bananière qui ne mérite autre chose que le mépris, où les ressources, puisque nous sommes des bananes, nous ne connaissons pas l'intérêt ni l'importance économique de nos ressources, où notre uranium était considéré avoir moins de valeur que de l'argile. Vous vous rappelez l'argile, où notre uranium rapportait à notre PIB moins de devises que le violet de Galmi. C'est cette situation à laquelle nous avons dit stop qui a créé, je ne dirais pas le mot parce qu'aucun mot ne sera aussi fort pour qualifier la réaction de Macron et de ses sbires français et nigériens bien sûr, où on nous a prédit le ciel qui tombera sur notre tête, où on nous a prédit un pays qui va s'effondrer en moins de 2 semaines, où on nous a prédit un pays qui, s'il tient tout au plus, c'est un mois, où on nous a prédit un pays qui ne peut survivre sans l'aide humanitaire, sans la bienveillance de la France. C'est ce que nous avons démenti et malheureusement, nous sommes au regret de constater que la logique suivie par la France est accompagnée par les autres pays de l'Union européenne qui ne prennent pas de distance pour analyser les faits et rétablir la justice. Mais nous sommes déterminés et c'est en ce sens que notre armée, nos forces de défense et de sécurité monteront en puissance pour prouver que
notre sécurité est de notre responsabilité. Et cette responsabilité, c'est un devoir envers le peuple nigérien et nous l'assumerons en toute responsabilité. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première partie. La deuxième partie, effectivement, c'est toujours les événements du 26 juillet qui ont soulevé beaucoup de vagues, mais nous savons où partait notre pays et nous savons que si nous restons les bras croisés, notre pays n'existera plus. Et c'est pourquoi les forces de défense et de sécurité, pour la première fois, en toute responsabilité, ont décidé de s'assumer et de dire que c'est le sang des Nigériens qui sera versé pour le Niger. Aucun Français, même un simple écoulement de la rine, n'a perdu sa vie pendant les 12 ou 13 ans qu'ils ont passés au Niger. Même un seul vélo de l'armée française n'a sauté sur un engin explosif improvisé. Mais comment saurait-il en être autrement, puisque c'est eux-mêmes qui les enterrent avec leur suppôt. Donc nous sommes conscients de ça et nous sommes conscients de nos responsabilités. Nous allons tout faire pour que nos forces de défense et de sécurité soient en mesure d'assumer cette responsabilité en toute dignité et en toute souveraineté. Monsieur le Président, vous avez évoqué la montée en puissance de nos FDS. Comment cela se traduit concrètement? Je viens de le dire, les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices. Il est de notre responsabilité face à la situation et face au génocide programmé par la France et ses acolytes que nous prenions toutes les dispositions pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions. Mais pour mettre ces forces dans les meilleures conditions, il faut en disposer. Et c'est pour ça, la première étape a consisté à mobiliser, recruter intensément dans les rangs des forces de défense et de sécurité. En un an d'existence, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a recruté plus de 25 000 hommes, que ce soit au sein des FAN, Forces armées nigériennes, que ce soit au sein de la gendarmerie nationale, que ce soit au sein de la garde nationale, que ce soit au sein de la police nationale. Nous avons recruté plus de 25 000 hommes. Les 25 000 hommes levés, ou pour certains en voie de levée, notamment pour ce qui concerne la force de protection et de développement, il fallait mettre un minimum de moyens matériels à leur disposition. Et pour ce faire, ce que nous avons dépensé, c'est plus de 150 milliards de francs CFA pour équiper, d'une part, et payer les arriérés que nous avons trouvés sur du matériel que le régime déchu avait pris à crédit, je le dis et je le répète, et que nous sommes, par devoir et par continuité de la République, nous sommes amenés à effacer les ardoises. Et nous l'avons fait, mais sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile dans un pays où, tenez-vous bien, les simples Toyota sont interdites d'être vendues au Niger. Et ça, c'est la France, accompagnée par certaines puissances occidentales, qui ont demandé expressément de ne pas vendre au Niger une aiguille qui puisse tirer sur un terroriste. Et ce sont ces mêmes pays qui viennent nous parler de droit, de légitimité, de protection. Et tout ce tapage que vous voyez s'inscrit dans ce sens. Mais en plus de la levée et de l'acquisition du matériel, nous avons également mis l'accent sur la formation. Parce que nous savons que pour un soldat, l'entraînement épargne le sang. Et par rapport à ça, nous avons pris les dispositions pour que
nos militaires, nos forces de défense et de sécurité bénéficient de la formation la plus pointue partout où c'est possible. Que ce soit à l'extérieur, auprès de nos partenaires stratégiques, que ce soit à l'intérieur, en faisant toujours appel, parfois même, aux certains partenaires stratégiques qui viennent nous former le personnel pour qu'il soit à la hauteur d'accomplir sa mission. Voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous avons fait pour concrétiser la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. D'accord. Monsieur le Président, il me semble que vous posez une nuance entre le terrorisme au Sahel d'avant et d'après la prise du pouvoir par le CNSP. Qu'en est-il réellement? Est-ce à dire qu'il y a un changement d'acteurs, de moyens et de stratégie des terroristes? Mais il n'y a pas que moi qui dis qu'il y a un changement. Tout Nigérien constate ce à quoi nous faisons face. Avant le 26 juillet, le terrorisme et les autorités nigériennes formaient une seule personne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes sur le territoire national, vous suivez les interventions des uns et des autres. Tout à fait. Et vous savez ce qui avait cours avant le 26 juillet 2023. Des terroristes, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président déchu avait lui-même officiellement à Mahatma Gandhi, le centre de conférence, annoncé qu'il est ami aux terroristes. Il a reçu plusieurs fois des terroristes au palais présidentiel. Il a libéré des terroristes, mais nous savons qu'ils ont fait plus que ça. Référez-vous à la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Hamon Souley, à Abala, Filengue, vous comprendrez qu'ils ont fait plus que ça. C'est lui-même qui l'a dit. Ils ont fait plus que ça, mais malheureusement, les terroristes de leur côté, selon lui, n'ont pas respecté leurs engagements. Quels sont ces engagements? On n'est jamais sorti pour dire au peuple nigérien, voilà les engagements que nous avons honorés vis-à-vis des terroristes. Nous savons quels sont ces engagements-là qui ont été honorés vis-à-vis des terroristes, et ce n'est pas une surprise. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet
2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga, que ce soit dans la Pendjari, également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci frontalier avec le Togo. Togo, tout à fait. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et des gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes à l'international. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de W côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315 degrés sur 2 km, tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga, que ce soit dans le Pendjari. Et les autorités du Nigeria sont au courant. Je vois toute une tempête dans un verre d'eau, mais il faut plutôt reconnaître nos erreurs et éviter de jouer au jeu de l'Autriche qui se cache la tête quand elle voit le danger, en oubliant que la tête n'est que le 1/100 de son corps. Tout à fait. Au Nigeria, je le dis pour que ça ne donne sujet à aucune interprétation possible, Ahmed Aboubakar Rufai, qui était le responsable de leur DGDSE qu'ils ont appelé National Intelligence Agency, et qui a été remplacé récemment en août, était le point focal pour la formation, l'acquisition, le financement du terrorisme, l'acquisition du matériel. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question en fin septembre. D'accord. La commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancés à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine, les types DJI Matrix T-MAL, zoom 1200 à 1500 mètres, portée 15 à 30 km, selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, ce n'est pas au profit. Et c'est des matériels, des drones option militaire avec vision nocturne. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi, des terroristes qui sont dans le W en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre zone du Gourma et certainement au Burkina et plus loin au Mali, puisque nous avons suivi la répartition et ces individus n'ont qu'à répondre à leur peuple de la destination de ce matériel commandé que nous sommes prêts à prouver si besoin est. Mais je vous ai cité leur nom pour que personne ne pense que ce que nous disons, c'est juste pour nous dérober de nos responsabilités. Nous ne sommes pas habitués à nous dérober de nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités. Donc ces terroristes actuellement bénéficient de soutien matériel, soutien financier et soutien en formation de la part de la France, avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Parce qu'il suffit qu'ils disent à la France d'arrêter, je suis sûr que la France va arrêter. Mais puisqu'ils sont complices et que le Niger mérite une correction, il faut bien sûr encadrer les terroristes pour que, en fin de compte, le Niger tombe
et qu'on prouve au monde, à l'Afrique et aux Nigériens en particulier, que nous ne sommes pas dignes de toute autodétermination, nous ne sommes pas dignes de nous assumer et que nous sommes que des incapables. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec le véridique et Inch'Allah, ils vont échouer. D'accord. Monsieur le Président, c'est quand même grave ce qui se passe, mais qu'en est-il dans les détails de cette stratégie de déstabilisation pour que les Nigériens et le monde entier comprennent de quoi il s'agit? La stratégie de déstabilisation, elle est simple. Elle consiste, dans un premier temps, comme je l'ai dit, à financer, à équiper, à entraîner et à positionner des mouvements terroristes le long de la frontière de la Confédération. Pas seulement du Niger, mais de la Confédération. Parce que l'objectif étant la dislocation de la Confédération. En ce sens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français, avec bien sûr l'accompagnement de l'Union européenne, qui reste, malgré l'évidence, accrochés à la politique meurtrière et folle des autorités françaises, les Français ont positionné déjà le 25, je dis bien le 25, la nuit du 25 au 26 octobre 2023, du matériel dans le bassin du lac Tchad. Au moment où il s'est replié, où il s'est désengagé du Niger, en passant bien sûr par la voie terrestre qui nous liait avec la République sœur du Tchad. Oui. Ils ont pris contact avec les terroristes. Ils leur ont proposé, les terroristes de l'aile clan Bakura, avec Abou Oumaima, leur chef, et les terroristes de l'aile Iswap, avec Abou Moussa al-Barnawi comme leader. Ils leur ont proposé le financement, l'entraînement, l'équipement, à condition que ces mouvements acceptent d'aller en guerre contre la République du Niger, à condition que ces mouvements acceptent aux troupes françaises d'occuper le bassin du lac Tchad, certaines îles que nous connaissons, mais que nous tairons le nom pour des raisons évidentes. Ils ont fait cette proposition aux deux ailes de l'ancien Boko Haram de Youssouf Mohamed, si vous vous rappelez. Oui. Quand ils ont fait la proposition, la nuit du 25 au 26 octobre 2023, l'aile Bakura a été plus conciliante. L'aile Swap avait ouvertement dit qu'elle n'est pas prête d'aller avec les Français pour s'attaquer à quelques pays musulmans que ce soit. Leur combat, c'est pour l'islam, selon eux. Mais l'islam, on n'apprend pas au Niger l'islam. Bien sûr. 6e califat, l'islam était introduit au Niger. Pour vous dire, la stratégie utilisée par la France, ce n'est pas le premier contact. Ils ont continué et ont gardé la permanence de contact avec ces mouvements terroristes. Ils sont partis pour créer le mouvement Lakurawa. Ce mouvement Lakurawa qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais nous avons, et comme je l'ai dit, Dieu est avec le véridique. Bien sûr. Nous avons eu, à travers des opérations spéciales conduites, à interpeller des chefs terroristes qui nous ont déclaré tout ce que je viens de vous dire et que je vais vous dire. Les Français, en les abordant dans le lit du lac Tchad, avec des responsables nigérians, notamment celui dont j'ai parlé, Ahmed Aboubakar, l'ancien chef Roufaï, de l'agence, de l'agence NIA, les Français leur ont proposé d'ouvrir une base dans la région de Sokoto, une base qu'ils ont baptisée Gaba, dans un environnement
boisées dans la région de Sokoto. C'est en mars 2024, mars de cette année. Oui, tout à fait, 2024. Ils leur ont proposé, une fois cette base ouverte, c'est de faire la jonction entre l'État islamique au Grand Sahara qui opère au Mali, la jonction avec les éléments terroristes de ISWAP qui sont dans le bassin du lac Tchad. Je dis bien ISWAP, pas Boko Haram, Bakura. Ensuite, il y a une aile terroriste qu'on appelle Ansarul. Quand nous avons eu cette information, nous avons pensé que le Nigeria était le Nigeria. Nous avons appelé Ahmed Aboubakar Rufai pour lui faire part de l'intention qui se dessine dans le sens de l'ouverture d'un front Lakurawa dans le Sokoto et dont la base sera composée de l'État islamique au Grand Sahara qui opère dans le nord Mali, de Ansarul qui opère à l'intérieur du Nigeria et de ISWAP. C'est une branche de l'État islamique mais qu'ils appellent la Daoula des îles et qui est sous les ordres, comme je l'ai dit, d'un certain Abou Moussa al-Barnawi qui est le fils de Youssouf Mohamed. Son vrai nom c'est Habib. Donc, avec les combattants de ces structures-là, voilà l'intention que la France a d'ouvrir un autre front. Nous l'avons fait parce que nous avions pensé que le Nigeria était sincèrement engagé dans la lutte antiterroriste. Nous avons permis aux agents nigériens de prendre contact avec les terroristes que nous avons arrêtés, les chefs terroristes des émirs. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, qui nous ont tous rapporté la même chose. Nous l'avons appelé, son équipe est venue, la DG2SE a mis à leur disposition les moyens roulants, les a pris en charge pendant près d'une semaine pour qu'ils mènent les investigations et découvrent. Malheureusement, nous regrettons de l'avoir fait puisque nous avons compris que ce débriefing a conduit certains émirs à se braquer parce que le message qui leur a été passé était un message de fourberie, de tromperie, de duplicité. La France ne s'est pas arrêtée à ça. La France a continué. Ensuite, dans les bassins du lac Tchad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la rencontre du 25 au 26 octobre, ils sont revenus dans la nuit du 10 au 11 janvier pour débarquer un lot important de matériel, armement et autres au profit des terroristes El Bakura. Le 29 janvier, plus tard, ils reviendront sur une île qu'on appelle Bourtungur, Bourtungur qui est à 10 km à l'est de Bosso, où les terroristes étaient réunis pour la circonstance. Toutes les armes jugées être vétustes par les Français ont été remplacées. Les armes individuelles AK-47, que ce soit les armes collectives et les équipements, notamment à travers la fourniture des mines. Tenez-vous bien, même des mines antipersonnelles, alors que l'usage est officiellement interdit et que la France est signataire de cette interdiction. Ils les ont dotés de ces armes-là. Ils les ont dotés des armes anti-chars, donc des mines. Ça s'est passé le 29 janvier 2024. Plus tard, ils sont revenus et ça ne fait que monter en surenchère. En novembre, octobre d'abord, le 16 de cette année, ils sont revenus avec d'importantes sommes d'argent. Nous l'avons annoncé dans un éditorial qu'ils ont
toujours en gage de leur volonté et pour prouver au mouvement Boko Haram qu'ils sont sincères dans leurs relations et qu'ils ont promis l'équipement, non seulement, mais la fourniture des vedettes. C'est des pirogues, Oui. les vedettes des pirogues avec moteur, mais pas des pirogues, hein. C'est des vedettes conçues pour le déplacement sur la mer. ou toute étendue d'eau. D'accord. Ils ont promis 100 vedettes au mouvement Boko Haram. Le 7 novembre, ils sont revenus avec, tenez-vous bien, pour l'aile Bakura, 1 milliard de francs CFA. Pour l'aile réticente de ISWAP, ils ont promis 4 milliards de francs CFA s'ils acceptent seulement que les Français s'installent définitivement dans leur zone d'influence à l'intérieur du Nigeria. Puisque c'est une zone où j'ai servi et je connais particulièrement toutes les îles du bassin du lac Tchad, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Tchad. Nous avions manœuvré à pied pendant des mois en 1996 et en 1997. Donc c'est une zone que je connais parfaitement. Ils ont promis, si ISWAP accepte qu'ils s'installent, 4 milliards de francs CFA à l'État du Nigeria. Ils ont promis une somme. Je laisse le monopole au président Tinubu de dire combien les Français lui ont proposé pour s'installer dans l'État du Borno. D'accord. C'est pas fini. Les Français ont mobilisé les terroristes et quand ils étaient arrivés en décembre, le 7 décembre, voilà ce qui s'est passé. Ils ont décidé, toujours pour vous donner une idée et pour donner au peuple nigérien l'envergure du grand complot international qui est ourdi, ils ont demandé à Boko Haram de constituer une compagnie de 150 hommes qu'ils vont positionner dans le nord du Niger. La France s'occupe du paiement intégral du salaire des 150 combattants déployés par Boko Haram, qui seront rejoints par les mouvements, ça c'est les Français qui ont dit ça, qui seront rejoints par les mouvements de Riseboula. Ensuite, des mouvements rebelles qui sont dans le nord du Tchad. Et ils vont faire un front commun installé à l'intérieur du Niger, dans les chaînes du nord Niger, pour faire la guerre au Niger. Nous avons donc les combattants installés dans les chaînes du nord Niger. Nous avons les combattants installés dans le bassin du lac Tchad par la France. Nous avons les combattants Lakurawa. Nous savons comment ils ont été mis en place, je vous l'ai dit, installés dans la zone. Vous prenez de Sokoto jusqu'au Kébi, Gaba, Koyambana, Paouni, Sarma, Baraya, Tangaza, Haske 1, Haske 2. Tout ceci sont des positions, je n'ai pas cité l'intégralité, il y en a encore un chapelet de positions entre Sokoto, Zamfara et Kébi, notamment Kaïji, qui est une forêt également, où ils ont également des éléments Lakurawa, notamment les deux super camps. Je crois que, puisque nous avons dénoncé, le chantier a été arrêté, où les Français avaient l'intention à Gidankata et puis Gigani de construire deux super camps où ils vont stocker du matériel que les terroristes qui sont dans la forêt de Sarma seront chargés particulièrement de récupérer et acheminer une partie dans le nord Mali. Nous avons à l'intérieur du Bénin, c'est une ceinture, suivez bien la description que je suis en train de faire. D'accord.
Dans le nord Bénin, nous avons Porga, nous l'avons dit, nous l'avons répété. Les forces spéciales présentement en Afrique sont dans 2 pays. Un pays ouest-africain et un deuxième pays ouest-africain qui est le Bénin. Donc 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se reconnaîtront. Mais le Bénin, lui déjà, je le dis et je le répète, il se reconnaît. Ils sont à Porga et dans la forêt particulièrement du W. Pour ceux qui ont l'utilisation des coordonnées, vous utilisez 11 degrés, 0,2 minutes, 49,63 secondes nord. Ensuite, vous utilisez 00 degrés, 59 minutes, 35 secondes 20 est. Vous marchez à l'azimut 315 degrés, à moins de 5 km, vous allez tomber sur une des 2 positions que nous connaissons des forces spéciales françaises. Que ceux qui doutent peuvent se mettre à l'exercice et essayer. S'ils ne savent pas positionner un point sur la carte, qu'ils s'approchent des militaires qui vont reporter ces coordonnées que j'ai données sur la carte et vous verrez bien que c'est l'aérodrome de Porga. Je l'ai dit, la distance même, la longueur de cet aérodrome-là dans un précédent entretien. Marcher à moins de 5 km sur l'azimut pour faire court et que les gens comprennent. Nord-ouest, vous tomberez sur la deuxième des positions que nous connaissons à l'intérieur du Bénin. Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement et de la formation et équipement des mouvements terroristes, toujours tendant à ceinturer le Niger et les États de l'AES, la Confédération. Ils ont ouvert 2 centres d'instruction. Un centre d'instruction qui est à l'intérieur du Niger, un autre centre d'instruction qui est à l'intérieur du Burkina Faso, non loin de la frontière avec le Niger. Ces centres d'instruction, pour ceux qui sont du côté du Niger, a pour mission de former, avant la fin de l'année, 400 hommes, financés par les Français. Le financement est déjà acquis et le terroriste responsable du centre d'instruction qui est sur le territoire nigérien, c'est une fratrie, 2 frères pour être plus précis, un certain Souley Yero et son frère Ali Yero. Souley Yero est parti à la rencontre des forces spéciales françaises dans le mois de novembre. Il a perçu suffisamment de centaines de millions, pour ne pas dire de milliards, de francs CFA, je le répète, qu'il a ramené pour assurer la gratification de ces 400 terroristes dont le recrutement et le financement est assuré par la France à travers les forces spéciales positionnées à l'intérieur du Bénin et dont j'ai donné les coordonnées géographiques. Tout à fait. L'argent qu'il avait ramené sera utilisé comme suit. Les 450 terroristes qui sont recrutés auront chaque semaine, si le programme est respecté, 50 000 francs. Par semaine. Et c'est la France qui paye. Et c'est le CFA qui paye. Ce n'est plus le CFA, c'est le CFRA. Communauté financière française. Puisque ça n'a rien d'Afrique. C'est la France qui paye et la France, ça ne lui coûte rien du tout de dépenser des CFA. Le centre d'instruction qui est du côté du Burkina, également, nous n'avons pas certes l'effectif, mais bénéficiera des mêmes avantages que
le centre d'instruction qui est basé sur notre territoire. Mais avant, il est important de le rappeler, en mai, première quinzaine du mois de mai 2024, les Français avaient, à un certain moment, fait courir la rumeur, le temps de se rendre compte que c'est une bourde, et ils se sont tués. Ils avaient annoncé, à travers toujours leurs médias maléfiques, que les autorités nigériennes, du Niger, nigériennes, pas nigériennes, bien sûr, nigériennes, auraient envoyé des terroristes à l'intérieur du Bénin pour kidnapper des Occidentaux, précisément un Canadien et puis un Danois. Ils se sont rendus compte que c'est une bourde, puisque c'est des instructeurs qu'ils avaient recrutés eux-mêmes. Maintenant, pour faire avaler le boa aux Africains, c'est le voleur qui crie au voleur. Ils se sont rendus compte que ça ne les sert pas. Et nous avons suivi ces deux otages entre parenthèses. L'évolution, je l'ai dit lors d'un entretien précédent, également de ces deux otages sur le terrain. Ces deux otages ont été mis à la disposition d'un certain Jafar Diko, qui est émir. Ces deux otages, entre parenthèses, avaient pour but de former dès lors les mouvements terroristes. Je vous parle de mai 2024. Quand ils ont fini la formation sur la position de Jafar Diko, alias Abou Mahmoud, ils ont été récupérés par un certain Sombo Doktoro, qui n'est autre que le gendre de ce Jafar Diko, accompagné d'un certain Habib Djoul, je le répète, je l'ai déjà dit. Ils les ont récupérés, ils les ont ramenés toujours du côté du Burkina, dans la ville de Déou. Nous suivons leur mouvement, nous étions informés au jour le jour de leur mouvement, au jour le jour de ce qu'ils dispensent comme cours au profit des terroristes, et au jour le jour de la progression de leur macabre plan. La boucle n'est pas bouclée pour les Français. En Côte d'Ivoire, en août 2024, le 6 août précisément, les anciens Nigériens Des anciens Nigériens, vous dites? Oui, des anciens Nigériens. Vous avez suivi la déchéance de leur nationalité. Je reviendrai là-dessus sur certains experts qui polémiquent sur cette déchéance de nationalité. Donc, ont été convoqués à une réunion à Abidjan. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e Bima, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs
ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été associés au bataillon du commandement et de soutien ivoirien. Ce sont ces 4 formations ivoiriennes plus la 5e formation de la Confédération, comprenez bien ce que je veux dire, qui ont pris part à cette formation au 43e BIMA du 2 octobre au 15 novembre, soit 6 semaines de formation. Pour qu'ils comprennent que ce que nous disons n'est pas juste de la fabulation, le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes, notamment le FAMAS qui est français, un type d'arme que nous n'utilisons plus, mais qu'ils ont modifié, qu'on appelle arme automatique modèle 52, à laquelle ils ont adapté une lunette de tir. Ensuite, bien sûr, le AK-47 pour faire bien pour la force destinée à la Confédération. C'est ça. Puisque si elle opère sur notre territoire avec des FAMAS, ça peut éveiller des soupçons. Donc, il y a l'arme AK-47 qui a été utilisée dans le cadre de cette formation. C'était une formation intense sur le service de l'arme, sur des séances de tir dans toutes les conditions, sur le combat en milieu urbain, suivez bien ce que j'ai dit, le combat en milieu urbain, sur la reconnaissance des résidences des VIP, sur la prise d'otages, enlèvement. Je dis bien prise d'otages, enlèvement. Des forces ont été formées et entraînées pendant 6 semaines à ce métier par les forces spéciales françaises. Les instructeurs étaient 11. 6 étaient venus de la métropole et 5 étaient des instructeurs du 43e BIMA. Sur les 5 instructeurs du 43e BIMA, il y avait des Ivoiriens d'origine, mais qui ont la nationalité française, qui sont des instructeurs au nom de la France, puisqu'ils sont des Français. Tout à fait. C'est la boucle de l'encerclement, non seulement du Niger, mais de la Confédération. Voilà ce que la France est en train de faire, malheureusement, et nous sommes au regret de le constater, avec l'accord, malgré les démentis hypocrites des chefs d'État africains, des responsables africains, tout simplement parce que pour eux, le sein versé dans la Confédération, s'il leur permet de faire un 2e ou un 3e mandat ou un 4e, n'est pas une perte. Tout à fait. Ce n'est que du profit. D'accord. Imaginez le machiavélisme qui anime ces gens qui pensent œuvrer pour le bien de la CEDEAO. De quelle CEDEAO parle-t-on en réalité? Voilà le dispositif d'encerclement que la France a mis en place pour nuire au Niger. Je le répète, au nord Niger, le dimanche, une colonne a quitté Tinzaoten, 30 véhicules pour se diriger vers ce point. Mais nous les surveillons et nous allons en définitive découvrir quel est ce point où ils vont faire jonction. Dans le bassin du lac Tchad, où ils ont acquis l'autorisation de Boko Haram, El Bakura, où ils ont du matériel et du personnel. À date, les Français sont à plus de 500 dans le bassin du lac Tchad. J'ai dit bien dans le bassin du lac Tchad, pas à l'intérieur exclusif du territoire du Tchad, non, dans le bassin du lac Tchad, plus de 500.
La seule difficulté pour eux, c'est ISWAP, je l'ai dit, qui n'est pas encore convaincu, mais lui-même, pour l'installation, il est d'accord, c'est pour prendre part aux actions offensives contre des pays musulmans qu'il n'est pas d'accord. Nous l'avons répété, Sokoto, ce qui se passe, de Sokoto jusqu'à Kébi, je vous ai cité quelques points. La liste est plus longue, et ça, c'est au su et au vu des autorités du Nigeria, puisque je vous ai dit, nous avions à l'époque appelé Ahmed Aboubakar Roufaï pour lui notifier. Il a fait semblant de prendre note, mais nous avons découvert les raisons exactes pour lesquelles il a fait semblant. Nous vous avons dit ce qui se passe au Bénin, dans le nord Bénin, ce que les gens ignorent. Le nord Bénin ou le Bénin, de façon globale, c'est le Niger. Oui, bien sûr. Nous connaissons notre histoire. Le dandy, vous me permettrez de faire cette extrapolation. D'accord, monsieur le Président. Le dandy, le grand dandy, englobait ce qui est devenu plus tard le Bénin. Avant l'arrivée de Daoud et Al-Haji Hanga qui venaient de Gao, c'est les descendants des derniers Askia, notamment l'Askia Soumaïla. Ils étaient arrivés dans le dandy, bien sûr, bien avant leur arrivée, il y avait un roi dans le dandy. C'est Dakou, dont la fille Tassa va marier Al-Haji Hanga en 1700. C'est de ce mariage-là qu'une lignée va naître. Lignée qui va prendre, si vous voulez, le pouvoir. Et le premier, après Al-Haji Hanga, c'est son frère Daoud, avec lequel ils étaient venus de Gao. En 1761, c'est leur fils, le fils de Al-Haji Hanga, un certain Samsou Beri, qui va prendre le pouvoir. Mais à l'époque, leur capitale était à Gabou. Ce n'est pas Gaïa. Gaïa, c'est lui qui va venir à Gaïa, c'est Samsou Beri. Il va quitter Gabou, où était déjà roi son oncle. C'est son oncle qui était le roi. Il va quitter et il s'installe à Gaïa. À partir de Gaïa, Samsou Beri va régner jusqu'à 1779. Je dis bien 1779. De 1761 à 1779, c'est Samsou Beri qui était le roi du dandy. Mais avec comme capitale Gaïa, puisque son oncle, Dizi il s'appelle, avait finalement abdiqué au profit de son neveu Samsou Beri. Samsou Beri préparait une opération pour repartir, prendre la revanche, parce que pour lui, ses arrière-grands-pères ont été expulsés de Gao. Il était dans les préparatifs, puisque c'est quelqu'un quand même qui a guerroyé et qui a rétabli la grandeur du dandy. Il était dans les préparatifs d'une guerre contre le Gao quand il décéda. Il sera remplacé par un certain Hargani. Hargani va prendre le pouvoir, succéder à Samsou Beri de 1779 à 1793. Il sera renversé par son neveu qui s'appelle Fodi Maïrounfa. Fodi Maïrounfa renverse son oncle Hargani en 1793. Une guerre civile va s'en suivre de 93 à 98. Guerre au cours de laquelle, malheureusement, Hargani sera tué. Et quand Hargani sera tué, sa famille va traverser le fleuve
et s'installer à Karimama pour former la deuxième royauté à Karimama, mais qui reconnaît quand même la souveraineté de Gaïa. Cette famille va former l'aile. Plus tard, Fodi Maïroumfa aura des difficultés avec un de ses oncles, Samsou Kaina, également, qui va rentrer en conflit avec Fodi Maïroumfa. Et suite à la confrontation inévitable, les descendants de Samsou Kaina vont dans un premier temps rejoindre la famille de Hargani à Karimama avant que la localité de Madekali, 20 km de l'autre côté, à l'intérieur du territoire béninois. Et c'est là où sera la troisième lignée et le Dandi sera réparti en 3 principautés, mais dont la souveraineté est du Dandi côté Gaïa. Donc la famille de Samsou Beri, à travers son fils Fodi Maïroumfa, qui va décéder en 1805, restera à Gaïa. La famille de Hargani, qui a traversé et s'installé à Karimama, va régner à Karimama, et la famille de Samsou Kaina, qui a, à partir de Karimama, continué sur Madekali, va régner à Madekali. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est l'histoire. Mais avant ça, vous avez connaissance de 1505 avec Askia Mohamed, le Bariba et tout le reste du Bénin. Nous sommes frères. Nous connaissons l'histoire, donc nous ne disons rien pour nuire à qui que ce soit, mais nous ne pouvons être responsables devant l'histoire également par excès de gentillesse, par excès de compréhension, être à la base de la dislocation complice de notre pays, encore moins de notre confédération. Donc, c'est les manœuvres initiées par la France à travers le positionnement de ces mouvements terroristes dans le nord Niger, dans le bassin du lac Tchad, dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi et dans le nord Bénin à travers les forces spéciales. Et puis cette dernière formation dont je vous ai parlé et qui a eu lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA et dont l'aboutissement a été la formation une centaine d'hommes au profit de la Confédération et qui vont s'occuper de la Confédération au moment opportun. Et c'est ça l'objectif du 15 décembre qui n'a pas été atteint. Et vous comprendrez bien quel est le motif à la rencontre du 15 de ce mois. Nous sommes en décembre. La prorogation des 6 mois. 6 mois que la CEDEAO. L'objectif n'a pas été atteint. La mobilisation n'a pas été totale, mais elle a été accélérée à travers ce que je venais de vous dire, le mouvement d'une colonne ayant quitté Tinzawatan à bord de 30 véhicules et qui doit faire jonction avec les 150 Boko Haram soutenus et financés par la France. Chaque faction du lit du lac Tchad, Swap et Bakura auront généreusement 500 millions par mois, par mouvement, en dehors des petites gratifications de 4 milliards pour ISWAP et de 1 milliard 150 millions, je crois, pour Boko Haram en 2 tranches. D'accord. Monsieur le Président, vous avez parlé de la présence des forces françaises tout au long de nos frontières. Or, nous avons pensé qu'après le départ du Niger, les forces françaises sont rentrées chez elles en France. Nous avons même cru que le gouvernement français a tiré les leçons de la présence non désirée de son armée en Afrique et c'est peut-être ce qui explique le départ annoncé des militaires français du Tchad et du Sénégal. Mais finalement, qu'en est-il, Monsieur le Président? En fait, notre problème, et quand je dis notre problème, c'est le problème de tous les Africains, c'est que nous croyons
facilement à ce que le maître colon nous raconte. Nous croyons facilement. Hein? Nous croyons facilement au baratin des colons français. La France, il faut suivre l'évolution de la France. C'est cette même France qui est venue par les armes vous soumettre. J'ai parlé de 12 000 morts. Oui. Entre Dogondouchi et Kony. Dogondouchi et Kony. Jusqu'à la confrontation qui a conduit à l'assassinat du colonel Klob. Donc il faut que nous cessions. Quand la France sort pour communiquer, il faut que nous cessions nous-mêmes de reprendre ça pour faire de ça une parole de vérité. Les Français n'ont pas quitté l'Afrique. Les Français n'ont pas l'intention de quitter l'Afrique. Tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font semblant de faire n'est que de la poudre aux yeux. Je vais vous expliquer. Et rappeler, puisque je l'ai déjà abordé là également, en août, le 2 août, lors de notre avant-dernier entretien. Tout à fait. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous oublions vite. En juin 2024, quand la France a constaté, après le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, la pression est mise sur les forces françaises partout sur le reste des autres pays, notamment au Tchad et au Sénégal, particulièrement. Je l'ai dit, Macron avait chargé son conseiller Afrique, Jean-Marie Bockel, d'une mission. En quoi consistait cette mission? Elle consistait à trouver l'alchimie de rendre invisibles les Français ou les forces françaises présentes sur les territoires ou certains territoires des pays africains. Jean-Marie Bockel, au reçu de cette mission, avait désigné 2 officiers supérieurs, notamment un certain David Pawlowski, vous m'excusez de la prononciation. Oui, tout à fait. David Pawlowski était le commandant du 68e régiment d'artillerie Afrique. Le nom de ce régiment-là, c'est Artillerie Afrique. 68e régiment. Il avait assuré le commandement de 2019 à 2022. Il a servi au Mali, dans le cadre de la fameuse mission française au Mali. Le deuxième était un lieutenant-colonel, lui, Pawlowski étant colonel. Le deuxième est un lieutenant-colonel, autant pour moi, du nom de Paul Menon Bertheux. Paul Menon Bertheux était le commandant du centre d'instruction des équipages de transport de l'armée de l'air française. Il fut également l'aide de camp de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Ces 2 officiers ont été désignés pour réfléchir et trouver la formule qui permettra de dérober de la vue des Africains la présence des forces françaises. Ils ont réfléchi, ils ont sorti un document qui a été présenté le 23 octobre au président français Macron par le même Jean-Marie Bockel. En quoi consiste la grande trouvaille? Elle consiste, à l'instar des États-Unis, puisque les États-Unis ont un commandement pour l'Afrique, la France également. Ils n'ont d'ailleurs jamais inventé ou créé quoi que ce soit, tant qu'ils n'ont pas triché. La France a également trouvé
son commandement pour l'Afrique. Ce commandement pour l'Afrique n'est une autre astuce que le redéploiement des troupes présentes et mieux supplémentaires sur les territoires africains. En quoi faisant? Le commandement pour l'Afrique, en plus des bases qui sont au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, je ne parlerai pas de Djibouti, puisque Djibouti, c'est beaucoup d'autres puissances qui sont là-bas. Les Français vont dire, bon, vous voyez, le Niger ne nous aime pas, ils disent que nous sommes en Djibouti. Oui, donc, je leur fais cadeau de Djibouti, et pour me concentrer sur ces quatre-là, ces forces-là, on va faire croire aux Africains qu'elles ont été désengagées. Et pour ce faire, ils ont annoncé au Tchad, ils ont 1000 hommes. 1000 hommes, j'ai dit bien 1000 hommes. Oui. Or, comme nous le savons, plus de 1300 de leurs 2000 hommes désengagés du Niger sont restés au Tchad. Ceux qui sont partis par la voie routière, c'est nous qui les avons escortés jusqu'à la frontière à Daboa. Donc nous connaissons leurs effectifs, ils sont plus de 1300. Et à cela s'ajoute déjà à peu près 10 000 hommes repartis sur les camps saturés de N'Djamena, de Faye à Larjo et de Abéché. Et tout cela, on ne fait qu'à que de 1000 hommes sur les 11 000 et quelques. Et de ces 1000 hommes, 600 à 700 vont être désengagés. Mais le désengagement, ne vous y trompez pas, c'est un vol de jour avec un atterrissage de nuit. Mais pour revenir toujours et pour aller un peu plus vite, au Gabon, ils ont prévu également de réduire leurs effectifs. C'est le cas également au Sénégal. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas prévu de réduire les effectifs. La remise du 43e BIMA, c'est juste une formalité. D'accord. On vous restitue le 43e BIMA, mais les soldats français qui sont dans le 43e BIMA seront redéployés dans les autres positions occupées par l'armée française à l'intérieur du territoire ivoirien. Donc c'est ça la grande trouvaille du commandement pour l'Afrique. Mais mieux, ils ont désigné 6 pays où ils vont déployer des forces spéciales ou des forces particulières, pour ne pas dire forces spéciales. Ces 6 pays de l'Afrique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport que Jean-Marie Bockel a présenté le 23 octobre à Emmanuel Macron comme stratégie pour rendre les Français, militaires français, invisibles en Afrique. 6 pays, notamment la Guinée, où ils ont déjà une force spéciale, le Bénin, où ils ont une force spéciale également. Ensuite, le Congo, c'est leur projet. Le Congo-Brazzaville, où ils vont déployer un contingent français. La République démocratique du Congo, ils vont également déployer un contingent français. La Mauritanie, où ils vont déployer un contingent français. Le Cameroun, où ils vont déployer un contingent français. Il faut que ça soit clair. En dehors du Bénin et de la Guinée, où c'est confirmé la présence des forces spéciales françaises, les autres pays, je parle du programme commandement pour l'Afrique et ce que les Français ont prévu. C'est un projet. Les autorités de ces pays sont au courant ou non, je n'en sais rien. D'accord. Mais voilà le redéploiement envisagé. Ensuite, pour les pays anglophones, le Ghana
et le Nigeria. Ils ont présentement, et c'est à travers cette cellule qu'ils sont en train de nous nuire, ce qu'ils appellent une mission de défense. Cette mission de défense va évoluer toujours conformément à la grande trouvaille en détachement de liaisons interarmées qui sera d'un effectif de 100 à 150 hommes par pays. Donc le Ghana et le Nigeria. Ce détachement de liaison interarmée aura pour mission, en cas de crise dans un pays, de servir de pont aux troupes françaises qui seront déployées dans ce pays en crise. Toujours à revenir pour jouer ce jeu de la gendarmerie nationale africaine. En dehors du Ghana et du Nigeria, où ils vont évoluer de la mission de défense en détachement de liaison interarmée, ils ont également prévu 3 autres pays qui sont la Tanzanie, la Namibie et le Botswana. Le commandement pour l'Afrique va déployer des militaires français en Tanzanie, en Namibie et au Botswana. Donc, de 4, à quoi on va aboutir? À une vingtaine de pays, où les Français vont s'installer. Est-ce qu'on peut, en toute rationalité, parler de retrait des troupes françaises? Quand en plus des 4 pays, il y a une quinzaine d'autres pays qui s'ajoutent, et qu'on nous fasse croire que la France est dans les dispositions de retirer ses forces d'Afrique, la France est dans les dispositions de laisser les pays africains s'autodéterminer, tout dépendra de notre détermination à nous imposer. Comme le disait le roi Faisal bin Abdul Aziz, Allah lui accorde sa rahama, malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. Je veux que les Nigériens retirent la sagesse de ces mots. Je veux que le peuple de la Confédération retire la sagesse de ces mots pour comprendre le combat qui est devant nous. Et je veux que les peuples de ces pays africains qui jouent consciemment ou dont les autorités jouent consciemment le jeu subversif et de soumission pour des intérêts personnels, donc qui jouent le jeu de la France, prennent conscience. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumettent aux forts. D'accord. Voilà ce que le redéploiement veut dire. D'accord. Ce que nous appelons dans la grande cour du Moro Naba le faux départ. C'est un faux départ. Les Français vont renforcer leur position. C'est l'objectif et c'est le résultat de plusieurs mois de recherche à travers ces 2 officiers supérieurs, certainement qui ont fait appel à des personnes ressources. Et quand on se rappelle le général qui dit qu'ils vont certainement dans 10 ans traverser la mer pour revenir nous conquérir comme des margouillas, on peut bien comprendre que ces 2 officiers, un colonel et un lieutenant-colonel, David Pawlowski et Paul Ménon Bertheux, se sont certainement inspirés de ces personnes ressources. Et c'est le cas également des fameux super agents
qui disaient qu'au moment où leurs troupes se désengageaient du Niger, que c'est le moment favorable pour conduire des opérations subversives mais clandestines. Ouais. C'est à ça que nous devons nous préparer. C'est à ça que les peuples de la Confédération doivent se préparer, encore les peuples nigériens plus, puisque nous sommes ceinturés par des pays qui acceptent volontairement, avec zèle, de se soumettre au dictat français. Voilà le redéploiement français, et qui n'est pas un retrait ni un désengagement, plutôt c'est un renforcement des positions françaises en Afrique, et pour des desseins machiavéliques de 4, on passe à 20. D'accord. Monsieur le Président, j'ai aussi noté le lien entre présence des forces françaises et foyers terroristes tout au long de nos frontières. Or, la plus grande partie, ce sont les pays de la CEDEAO, vous l'avez dit, avec le Nigeria et le Bénin. Monsieur le Président, j'aimerais faire remarquer que la CEDEAO ne cesse d'inviter les pays de l'AES à reconsidérer leur décision de sortie de la communauté. La CEDEAO est allée même jusqu'à nous accorder 6 mois supplémentaires pour revenir en son sein. Il est vrai, sans aucun fondement légal, pour revenir à la raison, comme ils le disent. Il ne serait pas sincère. S'agit-il également d'un jeu sournois pour vous? Je l'ai dit au début, nous sommes loyaux et fidèles en amitié. La CEDEAO a cessé d'exister depuis 1990. Ce n'est plus la CEDEAO. C'est juste une marionnette entre les mains des puissances occidentales. Toute cette grande théorie de démocratie, d'action humanitaire, de partenariat au développement n'est que de la poudre aux yeux. La CEDEAO est vidée de sa substance que les pères fondateurs lui ont insufflée. Nous avons, pour faire court, une coquille vide. Dans la parole et dans les gestes, la CEDEAO ne reflète aucune préoccupation des peuples ouest-africains. La CEDEAO est le bras de la légitimité que les puissances occidentales utilisent pour nous maintenir sous domination, pour garder nos matières premières à leur portée et leur usage à leur guise. Nous remercions la CEDEAO pour ce bonus de 6 mois, mais nous disons à la CEDEAO que depuis le 28 janvier 2024, nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Et ça, c'est de façon irréversible. C'est de façon irrévocable. Ils ont dit par rapport au texte, nous avons jusqu'au 29 janvier 2025 pour revenir à la raison, comme si, de la même façon qu'ils ont perdu la raison, ils pensent que nous avons perdu la raison. Nous sommes lucides. Le drame de la CEDEAO, je l'ai dit, c'est 2-3 chefs d'État qui sont prêts à verser le sang de ceux qu'ils qualifient de frères et qui ne sont nullement leurs frères, qui sont prêts, dis-je, à verser le sang de leurs frères, entre parenthèses, pour se maintenir pour un 2e mandat, un 3e mandat et un 4e mandat. Cherchez à découvrir quels sont ces chefs d'État qui sont dans cette logique. Vous découvrirez de qui je parle. D'accord. Mais nous, le délai bonus de 6 mois ne nous engage pas. C'est un non-événement. C'est plus qu'un non-événement, puisque c'est un événement qui n'a pas eu lieu pour nous. D'accord. Pour qu'il soit un non-événement, il faut qu'il existe. Il faut qu'il se passe. Nous avons quitté la CEDEAO.
nous ne reviendrons pas. Nous ne sommes pas, comme l'a dit le roi Faisal, Abdul Aziz, paix à son âme, nous ne sommes pas ces gens-là, ces faibles-là, qui acceptent de se soumettre et de se coucher devant le fort. Nous avons fait un choix mûrement réfléchi. Nous savons où est l'intérêt de la Confédération, où sont les intérêts de nos peuples du Sahel, et nous savons les intérêts que défendent ces puissances occidentales. Ce n'est pas pour faire notre prospérité. Si ces chefs d'État, pour les raisons que je viens de dire, concèdent aux puissances occidentales, eh bien, que ces chefs d'État leur concèdent leur territoire pour qu'ils exploitent à merveille. Mais ça ne sera pas chez nous et ça ne sera pas dans la Confédération. Et ça, c'est une certitude. Que ceux qui acceptent de se soumettre au fort se soumettent. Nous avons fait un choix. Nous savons que c'est un choix difficile. Et nous avons pour devoir moral de tenir tous ensemble face à ce choix difficile, face à ce choix où c'est une question de survie pour nous. De la même façon qu'il est une question de survie pour la France, que vous voyez déjà, l'uranium qui lui manque a provoqué une certaine situation catastrophique où des familles sont condamnées à fouiller dans des poubelles. Oui. Face à ça, vous croyez que la France nous laissera tranquilles? Oui. Il faut être naïf pour le croire. Et je l'ai dit, nous ne sommes pas naïfs. Nous laissons la CEDEAO qui a fait ce choix de la naïveté à continuer dans cette naïveté. Le bonus ne nous engage en rien. Nous sommes résolument et nous sommes déterminés à poursuivre notre chemin pour le bonheur de nos populations, bonheur basé sur la souveraineté de nos ressources naturelles et sur la souveraineté également de notre labeur, puisque jusqu'au 25 juillet, les Nigériens travaillent pour la France. Les ressources nigériennes appartenaient à la France. À la France. Donc, nous avons fait un choix, nous nous assumons. Et nous appelons l'ensemble des peuples africains conscients, l'ensemble des peuples africains qui ne sont pas prêts à se soumettre au plus fort, de rester avec nous et d'être avec nous. D'accord. Monsieur le Président, pour finir cet entretien, quel sera votre message à l'endroit du peuple nigérien et de nos concitoyens de l'AES? Message ou les messages que j'adresserai au peuple nigérien et au peuple de la Confédération, et au-delà, au peuple africain, sont les suivants. Pour les Nigériens, nous suivons certaines personnes qui pensent que le contexte est un contexte qui prête à des positions partisanes, un contexte qui prête à des positions dilatoires. De Nigériens qui pensent que c'est le moment de jouer aux apatrides. C'est vrai, ils l'ont fait. Beaucoup l'ont fait et ils sont actuellement en fuite. Ils ont signé des documents autorisant les forces étrangères à bombarder le peuple nigérien. Nous sommes conscients, en toute communauté, il y a des renégats, mais que ceux qui sont sur le territoire nigérien comprennent que le combat n'est pas le combat du CNSP. C'est un combat de tous les Nigériens. Le CNSP
a fait sa part en délivrant ce pays de la domination coloniale, néocoloniale et impérialiste. Quand j'écoute, malheureusement, des personnes instruites, docteurs ou professeurs ou chercheurs, qui pensent que le simple fait, par exemple, de déchoir ces renégats qui ont incité à détruire le Niger de leur nationalité, que cela est un acte d'injustice. Je me dis que le Niger a malheureusement des jours sombres, puisque, pour un peu caricaturer, c'est un aveugle qui est guidé par un autre aveugle plus aveugle, parce que non seulement il est aveugle, mais il est sourd et muet. C'est ça le drame à travers ces personnes instruites du Niger qui pensent que c'est le moment de jouer au dilatoire, c'est le moment de jouer au perroquet. Nous avons des citoyens, des concitoyens qui sont partis à l'extérieur pour ternir l'image de nos forces de défense et de sécurité, qui se sacrifient depuis plus de 13 ans contre le terrorisme pour maintenir ce pays entier, pour maintenir ce pays stable, pour maintenir ce pays uni, pour maintenir ce pays solidaire. Et que des gens s'attaquent pour des besoins ou des intérêts égoïstes et partisans à nos forces de défense et de sécurité et les qualifier de tous les noms d'oiseaux. Ceci est inacceptable et que ceux qui pensent qu'ils peuvent en toute liberté s'adonner à ça feraient mieux de prendre les chemins de la vingtaine de fuyards qui sont dans les pays voisins ou en Occident. Nous ne permettrons pas que nos forces de défense et de sécurité, qui ont consenti d'énormes sacrifices, soient vilipendées, soient discréditées, soient clochardisées à travers les mots de certaines personnes irresponsables et inconscientes. Je rappelle l'histoire parce que malheureusement, on découvre que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas leur histoire. La déchéance de la nationalité. Mais, et c'est ce qui est regrettable, et c'est ce que je disais, l'aveugle sourd-muet qui tire un aveugle qui lui sort de guide. Et c'est la situation dans laquelle le Niger s'était retrouvé et que, avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, nous allons y remédier tous ensemble. D'accord. En 1959, Issa Diop, c'est un député national, El Sawaba. Quand le mouvement Sawaba a été dissous, Issa Diop a été expulsé, déchu de sa nationalité, qu'il ne reconnaissait même pas, les autorités de l'époque, et expulsé purement et simplement du territoire national. Lui, c'est le plus chanceux, parce que d'autres membres du mouvement Sawaba ont été poursuivis et lynchés à mort sur le territoire national nigérien, le même territoire que nous partageons aujourd'hui. Exposés à la vindicte populaire, parce que à l'époque, les Africains n'avaient pas compris qui tirait les ficelles. Ce n'était pas Diori Hamani ou bien le RDA qui tirait les ficelles. C'était la France coloniale et néo-coloniale
qui tirait les ficelles. Plus tard, c'est un officier qui a été expulsé. Je tairai son nom pour des raisons qui me sont particulières. D'accord. Qui a été expulsé du territoire national parce qu'il n'est plus nigérien. Nous, ce que nous avons fait, Oui. c'est des dispositions que nous avons prises pour conserver notre pays face à des renégats qui se sont alliés aux puissances occidentales pour appeler au meurtre des Nigériens. Vous croyez que nous allons hésiter une seule seconde pour mettre à l'écart 20, 30 Nigériens pour préserver la vie de 26 millions de Nigériens? Que les Nigériens comprennent que la lutte que nous avons engagée, Dieu merci, avec nos frères de la Confédération, est une lutte noble. C'est une lutte de survie. C'est une lutte d'affirmation de notre dignité en tant qu'être humain tout court. C'est une lutte d'affirmation de notre souveraineté et de notre droit à assurer notre autodétermination en tant que peuple sahélien tout court. C'est une lutte de libération des esprits et des mentalités qui se sont résignés et, au pire des cas, qui ont accepté avec fatalisme le sort qu'on leur présente comme inévitable. Nous appelons les Nigériens à ne pas céder à cette campagne d'intoxication, de désinformation des Français et leurs acolytes. Ils ont essayé l'utilisation des terroristes. Je l'ai dit et je l'ai décrit ici. Ils n'ont pas cessé. C'est tout simplement une façon de changer de fusil d'épaule. Face à l'unité des forces de défense et de sécurité, appuyées par un peuple vaillant, il faut passer par la désinformation pour nous diviser. Et c'est ça qui avait cours ces derniers temps que vous constatez et que j'appelle les Nigériens à faire preuve de discernement. Prenons le cas de Chatouman ici à Petelkoli. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien avant ça, il faut que les Nigériens soient reconnaissants envers leurs forces de défense et de sécurité. Les Français avaient instruit les mouvements terroristes d'empêcher les Nigériens cultivent dans leurs champs. Tirer à vue sur tout agriculteur ou éleveur nigérien qui va s'opposer à cette injonction. Les forces de défense et de sécurité se sont réunies et elles ont, à travers des planifications harmonisées, monté plusieurs opérations, dont entre autres celle de la zone NIA qu'on a appelée la Kalkanei, et qui avait pour objectif de permettre, coûte que coûte, que les Nigériens sèment, cultivent, récoltent et emmagasinent. Ils ont effectivement essayé de nous empêcher d'atteindre notre objectif. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les justes et les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices, que ce soit ici du côté de la rive droite, que ce soit dans la zone Al-Bahaw, qui est une partie de la région de Tillabéri, que ce soit dans la zone de Chara, qui est la zone de Tawa, que ce soit dans la zone de l'opération d'Amissa, qui est dans la région de Dosso, que ce soit une partie de Tawa également,
que ce soit dans la zone de Frauta Bouchia, qui est dans la région de Maradi, ou que ce soit au niveau du secteur 4, la région de Difa, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour permettre aux Nigériens d'aller au champ et de produire. Les Français ayant échoué n'ont pas abandonné. Il fallait, coûte que coûte, prouver au monde qu'après leur départ du Niger, le ciel est tombé sur la tête des Nigériens ou sur les têtes des Nigériens et qu'il va falloir prendre attache avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour évoquer le droit d'ingérence humanitaire. C'est en ce sens qu'ils avaient crié à la famine, vous vous rappelez, il y a quelques mois, le long du lac Tchad. C'est ça. Ils ont annoncé que ça ne va pas, les récoltes n'ont pas donné. C'était juste du dilatoire. C'était pour s'installer dans le lit du lac Tchad. Ils ont annoncé au Niger, déjà du 20 au 26 juillet de cette année, que des éléments des forces de défense et de sécurité sont tombés dans une embuscade. 500 morts. Ensuite, ils sont revenus vers le 26 pour dire autant pour nous, nous avons révisé le bilan, c'était 200 morts. Récemment, vous avez suivi à travers ce qui s'est passé à Petelkoli. Petelkoli, c'est de la lutte informationnelle. Qu'est-ce qui s'est passé à Petelkoli? Ils avaient annoncé 100 à 200 morts parmi les forces de défense et de sécurité, une centaine de civils massacrés. C'était effectivement leur intention et c'était les intentions de leurs suppôts. Qu'est-ce qu'ils avaient planifié à Chatouman? Les forces de défense et de sécurité assuraient la sécurité de ce marché de Chatouman. Ayant constaté cet état de fait, les Français avaient organisé, équipé, je vous ai parlé du matériel qui a été acquis, les drones. Renseignez-vous auprès des populations. C'est ça le drame du Niger. On reste à Niamey, on écrit des articles sans s'approcher des populations qui sont dans la zone considérée. Les forces de défense et de sécurité fidèles à leur mission assuraient chaque jour de marché la sécurité du marché de Chatouman. Les Français, à travers leur proxy, ont mené plusieurs campagnes de reconnaissance avec des drones. Demandez à la population. Je ne dirai pas au FDS parce qu'on va dire que non, les FDS ont été instruits pour donner la version. Mais approchez-vous des populations, demandez-leur ce qu'elles voient la nuit ou le jour. Elle vous le dira. Donc, ils ont conçu un massacre autour de Chatouman. Et pour ça, certains Nigériens ont été mis à contribution, vous le savez, ou souvent d'autres, par ignorance, laissent les services français utiliser leur page Facebook, Twitter ou X et autres. Ils ont conçu cette attaque et nous avons des renseignements précis. Dieu, je l'ai dit, est avec les justes. Dès que la colonne avait quitté le Mali, nos frères de la Confédération nous ont saisis. Avant même que la colonne ne quitte, ils nous ont saisis parce qu'ils ont mis la main sur un chef terroriste et qui a révélé plutôt le plan machiavélique qui est prévu pour Chatouman et de façon globale Petelkoli. Il nous avait dit d'être en alerte
les Français avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, je ne sais pas quel islam et quel musulman, Oui. puisque nous sommes des musulmans. Si ce groupe soutient les musulmans et l'islam, ce n'est pas des Français quand même qui vont lui dire de massacrer des populations nigériennes, burkinabées ou maliennes et qu'ils les massacrent. Tout à fait. Donc, c'est des mots. Revenons à Petelkouli. Nous suivons les mouvements de cette colonne. D'autres mouvements ont été observés du territoire du Burkina vers toujours cette zone de Petelkouli, puisque c'est une zone qui est assez couverte. Ensuite, des mouvements des terroristes qui ont quitté la région du W côté Tamou, la région de Torodi, pour faire jonction avec ces trois colonnes observées. Et la manœuvre était planifiée par les forces spéciales françaises. Elle consistait à encercler les forces armées nigériennes, ou de façon plus générale, les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de ce marché-là le jour du marché de Chatouman. Un élément a été envoyé, comme à l'habitude, pour sécuriser Chatouman. Dieu étant avec les justes, le dispositif que ces Français ont observé et à partir duquel ils ont conçu leur manœuvre consistant à massacrer les FDS nigériennes et bien sûr par dégâts collatéraux les victimes civiles sur les tombes desquelles la France, à travers RFI ou leur deuxième appendice BBC, vont venir verser de larmes de crocodile. C'était ce qui était prévu. Un carton dans le marché de Chatouman qui est sécurisé au moment de l'assaut ou qui aurait dû être sécurisé au moment de l'assaut par les groupes terroristes qui ont fait mouvement du Mali, du Burkina et du Niger, notamment Tamou, Torodi et autres. D'accord. Mais Dieu étant du côté des justes, nos éléments ont changé de position. Face aux renseignements que nous avons reçus, un autre plan de déploiement a été initié et l'ennemi qui a été sensibilisé, formé, entraîné pour faire ce massacre, qui a été annoncé avant même l'action de Chatouman. RFI avait annoncé, vous avez suivi la page d'un certain Ingade, avait annoncé plus de 100 FDS nigériens massacrés. Une centaine de civils, malheureusement, tués dans les échanges de tirs. Aucun civil n'a été tué à Chatouman. Aucun civil n'a été tué à Chatouman, vous pouvez le vérifier auprès de la population de Chatouman. Quand ces terroristes étaient arrivés, ils ont trouvé que le dispositif que leur sponsor avait reconnu n'est plus le même. Ils ont traversé le village de Chatouman. Ils avaient demandé à la population de Chatouman de ne pas bouger pour ne pas éveiller les soupçons des FDS qui étaient positionnés à 2 ou 3 kilomètres un peu plus loin de la position initiale. Donc les populations étaient tétanisées, elles n'ont pas bougé. Les terroristes ont continué leur manœuvre d'encerclement de nos positions. Ce qui s'est passé, à un certain moment, les FDS nigériennes vont observer le mouvement de 3 motos. Et ils ont des drones. Les mêmes drones que la France avait commandés à travers le ministère de l'Intérieur béninois au profit des terroristes. Les mêmes drones que la France avait commandés à travers Ahmed Aboubakar Roufaï pour équiper les terroristes Lakurawa. Nous avons des drones, petits drones tactiques plus performants. Ils ont utilisé ces drones et au cours de la reconnaissance,
ils ont constaté cette manœuvre d'encerclement. Oui. Et c'est là où, compte tenu du nombre mobilisé par les terroristes, avec, bien sûr, l'appui de leurs sponsors, les éléments ont fait des tirs de fixation sur l'ennemi pour essayer de l'empêcher de se déplacer et pouvoir se réorganiser et dans l'ordre se soustraire de la nasse que les terroristes étaient en train de tisser autour de nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est dans cet échange de coups de feu qu'une de nos Toyota a été touchée, où il y a eu 5 martyrs. Et puis, au cours toujours du combat, pour que les FDS se repositionnent, se réorganisent, il y a eu 5 autres qui sont tombés. Ce qui fait malheureusement 10 éléments de forces de défense qui vont tomber ce jour-là. Aucun civil n'est tombé. Vous pouvez demander à la population de Châteauman. Je ne dirai pas à RFI de venir demander, puisque RFI ne peut pas venir demander. Mais les suppôts de RFI qui sont sur notre territoire, nous le savons et qui sont nombreux, peuvent aller se renseigner et donner le résultat à RFI. Aucun civil n'est tombé à Châteauman. Pour se rattraper, puisqu'ils ont découvert certainement, puisqu'ils ont des infiltrés, même dans les campagnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le montage de Libiri. Regardez bien les images de Libiri. Demandez à la population de Libiri qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous comprendrez la malveillance avec laquelle la France est déterminée à mettre le Niger au pas, au prix des sacrifices des milliers et des milliers de Nigériens. Malheureusement, comme ils l'ont réussi au Nigeria, je ne sais pas si vous avez vu une récente étude qui fait qu'à le 23 mai 2023 au 24 avril 2024, 600 000 Nigérians ont été tués par les mouvements terroristes. Plus de 2 millions ont été pris en otage, avec à peu près 3 milliards de dollars de paiement de rançon. Ces chiffres que je donne, c'est les chiffres du Bureau national de la statistique du Nigeria. Vous pouvez vérifier, et ils ont communiqué. 600 000 tués, 2 milliards 790 millions de dollars. De rançon. Exactement, de paiement de rançon. Et ça, c'est ce qui a été officiellement enregistré. Il y a des paiements de rançon qui se font à l'insu des autorités. Bien sûr. Ils sont nombreux. Donc, c'est pour vous dire, c'est cette même situation que la France veut créer au Niger. Nous n'allons pas nous taire et il n'est pas de notre responsabilité de nous taire. C'est une façon d'appeler les Nigériens à comprendre les enjeux, à comprendre ce qui se passe et à éviter d'être les porte-voix de la France néocoloniale. Le message que je lance aux compatriotes nigériens, c'est de continuer à garder cette flamme que nous avons allumée pour notre indépendance totale, allumée. Le message que j'ai envers les Nigériens et les autres peuples de la Confédération, c'est de continuer à prier pour que nos États restent debout. Aucune puissance, quelle qu'elle soit, n'est au-dessus de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message que je lance, c'est un message de solidarité entre peuples nigériens et entre peuples de la Confédération. Prenons conscience des enjeux, prenons conscience du combat, prenons conscience de l'âpreté du combat, puisque c'est un combat qui sera âpre et dur, c'est un combat qui sera certainement dans le long terme, ce n'est pas un combat d'1 an ou
de 15 mois ou de 17 mois. Tout à fait. Que les Nigériens qui pensent que c'est le CNSP qu'ils attaquent en répandant des contre-vérités se ressaisissent et comprennent que s'ils sont tranquillement assis devant un écran de télévision en train de délivrer des absurdités, c'est parce qu'il y a des Nigériens qui ont accepté de se sacrifier pour qu'ils puissent se prêter à cet exercice. Par respect pour la mémoire de ces martyrs, que ces martyrs soient civils ou militaires, par respect envers leur mémoire, nous devons dire la vérité sans esprit partisan, ni clanique, ni malveillance aucune. Restons solidaires. Nous profiterons pour souhaiter bonne fête de Noël à tous nos frères nigériens et de la Confédération. Qu'ils restent vigilants parce que la menace est réelle, qu'ils restent vigilants lors des commémorations de ces fêtes de Noël et de fin d'année, puisque la malveillance est sponsorisée au vu et au su de la communauté internationale et de certains renégats et dirigeants malheureusement de nos pays africains. Restons solidaires, restons mobilisés et défendons notre souveraineté coûte que coûte. Le chemin a été indiqué par nos forces de défense et de sécurité. Le chemin a été indiqué par nos chefs religieux. Le chemin a été indiqué par nos vaillants peuples, alors que les renégats se tiennent pour dit. Le Niger, le Burkina, le Mali ne retourneront pas aux chaînes de l'esclavage. Nous nous sommes libérés et nous nous sommes définitivement libérés, Inch'Allah. Aucune pression, aucune menace, aucune injonction ne saurait nous ramener dans le juron du Niger d'avant le 26 juillet 2023 ou dans le juron de la Confédération ou de l'Alliance des États du Sahel avant le 31 juillet 2023, puisque précisément c'est le 31 juillet 2023 que la Confédération est née. Le 16 septembre, ce n'est que la formalisation de l'acte de naissance de la charte de l'Alliance de l'Iptako-Gourma. Bonne chance à l'ensemble des Nigériens et des peuples de la Confédération. Restons vigilants, déterminés et fermes. Voilà le message que je tiens à annoncer à mes compatriotes et à mes frères de la Confédération. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci pour cette grande interview consacrée essentiellement, je l'ai souligné en début de cet entretien, sur les questions sécuritaires avec ce projet funeste de déstabilisation de notre pays et de l'ensemble des États de l'AES. Un projet qui, on le voit, et selon les informations que vous-même vous avez voulu partager avec le peuple de l'AES, est une réalité, d'où la nécessité pour tous nos concitoyens et l'ensemble des populations de l'AES d'être très vigilants. Excellente soirée à tous. Au revoir.